Nous voici donc au chapitre 5 de Laudato Si, donc l'avant-dernier chapitre. L'avant-dernier chapitre intitulé Quelques lignes d'orientation et d'action. Donc, après toute cette méditation que nous avons eue au cours des 4 premiers chapitres, le pape François va faire quelques propositions de lignes d'orientation et d'action avant d'aborder le 6e et dernier chapitre. Et donc, le terme, le mot qui est présent tout au long de ce chapitre, c'est le mot dialogue. Il s'agit donc, pour le pape François, de nous inviter à entrer en dialogue avec le monde d'aujourd'hui, pour que nous, chrétiens, nous apportions notre pierre à l'édifice de la construction du monde de demain. Et en fait, ce chapitre est difficile à résumer car il ressemble un petit peu à un pré dans la montagne au mois de juin avec une multitude de fleurs de toutes sortes et on se dit, mon Dieu, attendez, il y a combien de catégories de fleurs dans ce pré? Et c'est un petit peu ce qui m'est arrivé en vous préparant cette synthèse. J'ai cherché parmi la multitude de points qui s'ajoutaient, quels étaient les points clés que je pouvais vous transmettre. Donc on a dit dialogue. Et ainsi, donc les titres de chaque paragraphe vont concerner le dialogue. Le premier, c'est le dialogue dans la politique internationale. Le deuxième, c'est le dialogue en vue d'une nouvelle politique. Le troisième, c'est dialogue et transparence dans les processus de prise de décision. Puis, c'est le dialogue entre la politique et l'économie. Et enfin, le dialogue entre la religion et la science. Donc, le dialogue. Première partie de chapitre, le dialogue dans la politique internationale. En effet, comme on l'a compris depuis le début de cette lecture que nous faisons ensemble, nous avons maintenant un monde unique. On est loin du temps où finalement de l'autre côté de la Méditerranée, c'était les sauvages. À l'est ou à l'ouest, c'était les sauvages. Non, nous sommes maintenant une maison commune. Et c'est drôle quand on voit cette course du Vendée Globe où des bateaux font le tour de la Terre dans une course. Je trouve que ça illustre bien la situation, donc où notre monde est une sorte de grand village et donc on ne peut pas sérieusement envisager de vivre les uns sans tenir compte des autres. Vous savez, par exemple, que lorsqu'il y a de la pollution à Londres, eh bien, 1 ou 2 jours plus tard, il y a de la pollution à Paris, tellement le nuage vient euh, couvrir la capitale française. Vous voyez, donc c'est une illustration parmi 1000 autres que nous vivons dans un grand village, une maison unique. Et donc, François dit, donc un consensus international est indispensable. Il est nécessaire d'entrer en dialogue de manière à établir ensemble une part commune de décision. Et il signale des succès dans les précédentes actions dans ce sens de travail tout en commun, et notamment un succès impressionnant, c'est ce qui se passe pour la couche d'ozone. Souvenez-vous, il y a 10 ans, 20 ans, on a dû supprimer l'utilisation de certains produits, car il avait été mis en évidence par les savants que continuons à les utiliser, nous allions percer la couche d'ozone. Et nous voyons, paraît-il, déjà l'amélioration de cette couche à la suite de ces décisions. Donc, vous voyez, un grand espoir peut naître. Lorsqu'on se met tous d'accord, on peut réparer quelque chose qui avait été altéré. C'est très important. Malheureusement, il y a des échecs et le pape François signale notamment un échec pour les océans. Et on le voit ces jours-ci, encore avec cette histoire de Brexit, combien la problématique de la pêche dans les eaux des uns des autres, ou bien de tout le problème de la pollution des eaux qui sont internationales et qui donc souffrent d'un manque de gestion commune, de protection
qui est terrible. Et donc, ces océans qui sont tellement importants pour eux-mêmes et pour nous tous, eh bien, souffrent d'une pollution terrible. Et là, le consensus international n'a pas su se faire. Et donc, François pointe ce que les scientifiques de tous bords disent, c'est-à-dire que c'est parce qu'il n'y a pas eu de contraintes. Et il est nécessaire qu'il y ait contrainte, qu'il y ait un coût à la transgression. Sans cela, eh bien, les mauvaises pratiques continuent allègrement. Et donc, en fait, François rejoint l'invitation que le pape Benoît XVI avait fait dans Caritas in Veritate, c'est-à-dire l'appel à la construction d'une autorité politique mondiale, une autorité politique mondiale, APM, autorité politique mondiale. Nous devons garder donc cette idée que nos pontifes successifs invitent le monde à continuer le chemin de manière à ce qu'il y ait une autorité politique mondiale pour gérer les affaires communes de manière optimale. C'est très intéressant. Cependant, François signale, à la fin de cette partie sur la politique internationale, la nécessité d'une gestion tout à la fois commune, mais différenciée. Car comme il nous l'a dit tout au long de cette encyclique, les personnes qui vivent dans un lieu savent mieux que d'autres la façon dont on peut y vivre tout en ne nuisant pas à cette nature où on vit et en optimisant la possibilité de vivre pour longtemps. Et chacun d'entre nous a au fond du cœur ce désir de travailler pour ses enfants et ses petits-enfants, et donc aura une motivation plus grande, sachant que ce qu'il fait, il le fait pour sa descendance. Donc tout à la fois un savoir particulier pour le lieu où nous vivons et le désir de transmettre ce lieu où nous vivons à nos enfants et à nos petits-enfants. Ainsi donc, vous voyez, une autorité politique mondiale, car nous avons une responsabilité commune, mais différenciée. C'était le premier chapitre sur la politique internationale. Le deuxième chapitre, donc, se rapproche du national. Et là, c'est entrer en dialogue pour de nouvelles politiques nationales et locales. En effet, donc, comme cela est très bien expliqué dans le compendium de la doctrine sociale de l'Église, l'Église appelle à ce que chaque État se structure pour protéger la personne et les familles qui y habitent. Ainsi, donc, chaque État doit être, François nous rappelle, en mesure de planifier, de coordonner les actions, de veiller sur ce qui se passe dans son territoire et de sanctionner. C'est tout à fait nécessaire si on veut progresser. Et puis, François ajoute, bien sûr, l'État, la nation, a pour mission aussi de stimuler la créativité. Malheureusement, il y a de manière mécanique une myopie du politique qui a comme souci premier, entre guillemets, d'être réélu, tout simplement. Et donc, par structure, comme la pièce a une face qui est très bonne dans la démocratie, mais il y a l'autre face, qui est cette myopie du politique, qui, lui, voit les affaires à 2 ans, à 4 ans, et donc c'est nécessaire. Et donc, François nous rappelle, du coup, la nécessité que la société civile, c'est-à-dire nous, eh bien, nous fassions pression sur l'État, de manière à ce qu'il dépasse sa tendance naturelle à travailler pour sa réélection, si j'ose dire, et non, nous fassions pression sur lui, de manière à avoir un projet de type bien commun, et le souci de la continuité, car ce ne sont pas des séries de 5 ans en 5 ans qui font grand-chose. Il faut vraiment voir les choses dans la continuité et non pas simplement en vue des réélections. Et ça, c'est notre mission à nous, citoyens, donc de faire pression sur l'État pour que de bonnes décisions soient prises pour le bien commun.
Très intéressant. Nous abordons donc le troisième paragraphe de ce chapitre, qui est la problématique du dialogue et de la transparence, de la vérité dans la prise de décision. Et la première chose que dit François, c'est la nécessité qu'il y ait des habitants du lieu à la table des discussions. On ne peut pas laisser les experts expertiser, car ils n'ont pas l'aptitude, la capacité humaine à prendre des décisions pour le bien commun, le long terme, trop accaparés qu'ils sont par soit les aspects économiques, c'est-à-dire la rentabilité, soit par les aspects de pouvoir, la réélection, étendre son pouvoir. Et donc, il est nécessaire que les habitants soient à la table de discussion et que l'information dans la vérité soit donnée sur les problématiques, dans la sincérité et la vérité. Et donc, vous voyez, il s'agit, là, je pense, d'une invitation à ce que, dans la sphère publique, il y ait une éthique qui ne soit pas que du permis et défendu, mais ce qui est l'éthique de la personne, la morale, c'est-à-dire la vérité, la recherche commune de la vérité. Et ainsi, donc, au sein, grâce à un dialogue comme cela, il est nécessaire d'écouter tous les aspects, aussi bien les aspects financiers, les aspects sociaux, les aspects culturels, les aspects esthétiques, que tous les aspects puissent être pris en compte de manière à viser à un développement intégral. On retrouve là l'humanisme intégral et solidaire de la doctrine sociale de l'Église. Un petit point particulier, c'est le principe de précaution, c'est-à-dire que en toute décision, il est nécessaire que, au moindre doute d'un danger pour la création, on retienne la décision. En effet, le pauvre et la nature ne peuvent pas se défendre. Donc, au moindre doute pour une nuisance au long cours ou une nuisance pour les pauvres, on doit retenir la décision et ne pas agir. C'est ainsi que se termine ce paragraphe 3 de ce chapitre. Abordons le 4, qui est l'avant-dernier. Il s'agit donc que politique et économique se mettent ensemble, mais ensemble en vue de quoi? De la plénitude humaine. Et donc, politique et économique changent de cap de manière à travailler pour le bien commun et l'humanisme intégral. C'est énorme. Et on cite ici dans ce chapitre une phrase importante du compendium de la doctrine sociale de l'Église, au paragraphe 470, « L'environnement fait partie de ces biens que les mécanismes de marché ne sont pas en mesure de défendre. » Les mécanismes de marché par structure, de la même manière que les politiques par structure ont comme souci la réélection, les mécanismes de marché par structure ont comme désir naturel de gagner plus aux dépens des autres. Et donc ne sont pas capables de défendre l'environnement. Ensuite, il y a un appel fort à ce qu'on se réveille concernant le mot progrès. Petit à petit, le climat économique et politique nous a fait oublier la vraie nature du progrès. La vraie nature du progrès, c'est un bien commun qui favorise un humanisme intégral, c'est-à-dire de tous les hommes et de tout homme. Ainsi, nous pouvons aborder la cinquième partie donc de ce chapitre, la cinquième et dernière partie. Eh bien, c'est le dialogue entre les sciences et les religions. En effet, on le sait bien, les sciences empiriques, c'est-à-dire les sciences de la nature, les sciences, les technologies, etc., ne peuvent pas, par nature, avoir une vision complète de la vie. Elles ne peuvent pas, elles ne sont pas à elles seules en mesure de comprendre la vie. Elles ne répondent pas à ce qu'il y a au fond du cœur des êtres humains. Il est naïf
trouve-t-on au paragraphe 199, il est exprimé « Il est naïf de penser que les principes éthiques puissent se présenter de manière purement abstraite. » C'est-à-dire que l'éthique n'existe pas sans vision de l'homme. Et donc, sans les religions qui méditent depuis des millénaires sur la nature humaine et sur le sens de la vie, eh bien, sans l'apport des religions, les sciences ne peuvent pas aboutir. Et donc, il est nécessaire d'entrer en dialogue de manière à s'enrichir mutuellement et à progresser dans ce grand challenge qui est la question de l'écologie aujourd'hui. Et de plus, notre foi, de la même manière que le désir de transmettre à nos enfants un monde meilleur, peut nous motiver profondément, eh bien, savoir que la nature est en fait une création de Dieu va nous donner une deuxième motivation clé, car il n'y a pas, dit François, il n'y a pas possibilité de garder le cap pour protéger, pour faire développer notre maison commune sans une grande motivation. Et cette grande motivation vient de l'amour de nos enfants et de l'amour du Créateur. Et voilà, ce chapitre 4 est extraordinaire, mais nous avons essayé de le synthétiser, malgré qu'il soit comme les petites fleurs d'un pré en montagne au mois de juin ou au mois de mai. Et nous sommes donc prêts pour aborder le 6e et très beau chapitre, donc sur l'éducation à l'écologie et la spiritualité de l'écologie. Maintenant que nous avons tout ça en tête, eh bien, comment agir? Eh bien, par notre éducation et par notre meilleur approfondissement de la vie, de notre vie spirituelle. À bientôt!